Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on fait le point sur les indices boursiers. Vous allez voir, je vous ai mis une nouvelle couleur. Enfin, vous comprendrez ça dans la vidéo pour que ce soit plus impactant visuellement et pour qu'on reconnaisse en un clin d'œil si on est dans un range, un marché haussier ou un marché baissier. Et vous allez voir du coup le potentiel de hausse qu'il y a au sein du range et pourquoi il faut utiliser notamment. Alors je vous ai fait carrément un cours de money management au sein de cette vidéo, donc si le terme money management ne vous dit rien, ou même d'ailleurs si vous pensez connaître tout ce qu'il faut sur le money management, regardez attentivement la partie sur les indices de cette vidéo parce que je parle en détail du money management que vous devez utiliser si vous voulez spéculer de manière à la cool tout en vous exposant à des accidents positifs de richesse. Je vous ai mis aussi des cas pratiques sur des actions. Cette semaine, on a des petites roquettes de marché qui sont super sympas. Vous le verrez aussi dans la vidéo. Je vous ai, enfin, dans un lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, je vous ai mis un lien qui redirige vers une page. Il y a 7 vidéos qui vous apprennent à trader les roquettes de marché. Vous allez apprendre pas mal de choses, ça va un petit peu aller plus loin que ce que je vous expose en fin de vidéo sur les opportunités de la semaine. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là uniquement pour le début de cette vidéo, pour la review sur les crypto-monnaies. Donc là, vous allez le voir, on est toujours sur une zone assez tendu. On ne sait toujours pas si les mecs ils vont sacrifier ou pas le Bitcoin et donc le marché des cryptos pour la deuxième partie de l'année 2018. En tout cas, vous verrez qu'il s'est passé des petites choses cette semaine et que en principe on verra, mais j'espère qu'on va éviter le sacrifice et le bain de sang sur le marché des cryptos. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Comme chaque samedi, on débute notre vidéo par un petit point sur les cryptos. Comme d'habitude, vu qu'il ne se passe pas grand chose, on va prendre les 3 plus grosses cryptos. Alors quand je dis qu'il ne se passe pas grand chose, en réalité on est vraiment sur des niveaux très stratégiques là. Comme je vous l'ai dit, l'énorme support sur le Bitcoin, ça va vraiment être... si ça casse par le bas, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, les opérateurs vont sacrifier le Bitcoin. Ils vont le saigner, ils vont l'amener très bas. Il risque d'y avoir un énorme mouvement de panique. Là, pour le moment, le support a été bien sauvé. Là, on est en train de s'organiser davantage un point d'inflexion. On appelle ça une épaule tête-épaule inversée. Donc, une épaule, tête, et là on sera en train de construire la deuxième épaule, et si on casse par le haut, on valide l'épaule tête-épaule inversée pour un point d'inflexion qui va nous permettre de rejoindre le haut du triangle. Et si on casse le haut du triangle, là ça va être l'autoroute vers le nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin. Donc tout simplement là tout est en train de se jouer actuellement. C'est pour ça que la semaine dernière je titrais le titre est-ce qu'ils vont vraiment sacrifier le Bitcoin, parce qu'on était vraiment... On était là la semaine dernière, on était juste ici là. Si on cassait direct par le bas, ça sentait vraiment la mouise. Donc là voilà, tout est en train de s'organiser pour voilà, on n'a pas encore l'issue, il faut que ça casse par le haut, mais là en tout cas c'est en train ils sont en train de faire tenir le support sur le Bitcoin. Donc pour le moment, on reste optimiste sur cette crypto-monnaie qui, je le rappelle, est l'indice leader. Un petit peu comme le SP500 est aux actions, et bien le Bitcoin est au marché des cryptos, ce qui est le SP500 aux actions. Donc ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur l'EOS. EOS, on est toujours dans un énorme range, au même titre que sur les indices boursiers. Je vous avais fait un énorme truc comme ça, hop là, je vous l'avais mis en bleu. Voilà, range. Donc au sein de ce range, on a un petit canal baissier. Là, on a un point d'inflexion enfin une stabilisation qui est en train de se faire. Si on casse par le bas, on va aller chercher le bas du range. Et si on casse par le haut, on ira chercher une résistance intermédiaire au sein de ce range. Pour que un nouveau cycle haussier débute sur l'EOS, il faut tout simplement, comme sur les indices boursiers, c'est pareil, la psychologie est partout pareil, sur tous les actifs financiers, c'est pareil. Il faut qu'on vienne casser ces niveaux-là pour qu'on rentre dans un bull market. Et si on vient casser le support, alors je vais vous le mettre en rouge, là on entrera dans un gros marché baissier sur l'OS. Pour tous les utilisateurs, pour toute la communauté qui vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'utilise prorealtime.com, c'est gratuit en données de fin de journée. Vous avez accès aux crypto-monnaies, aux actions, à tout un tas de trackers, en fait
tout ce qui vous permet de spéculer de manière professionnelle sur les marchés. Donc voilà, tout simplement là, à très court terme, hein, pour savoir si on va d'abord viser le haut ou le bas ici, eh bien il va falloir qu'on casse. Hein. Soit on casse le petit pivot là qui est en train d'être mis en avant par le haut, donc là on va stabiliser, soit on casse et on rejoint la résistance des 15, soit on casse par le bas le petit support là, et on ira rejoindre l'autre support à 4. Ensuite l'Ethereum. Alors Ethereum ou Ethereum, je ne sais pas comment on dit, je l'entends dit de manière tellement différente sur toutes les vidéos. Il y en a qui disent Ethereum, il y en a qui disent Ethereum. Voilà, bref, s'attarder sur ce genre de détails, c'est vraiment pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, croyez-moi. Hein. En tout cas, sur l'Ethereum, là voilà, on est exactement comme sur l'OS, on est en train de dessiner un peu une petite stabilisation. Donc soit on casse par le haut et on ira chercher la résistance, soit on casse par le bas et on ira chercher la prochaine zone de support. En tout cas, la dynamique reste baissière hein, pour le moment sur l'Ethereum. Là, on est toujours dans un petit canal baissier et ça au sein d'un énorme... Alors le range, je ne sais pas comment on pourra... On peut pas vraiment le tracer pour le moment parce qu'on n'a pas le, vous voyez, on n'a pas la deuxième zone de support. Alors soit elle est ici et ça nous donne, alors ok, soit elle est ici mais c'est pas encore validé. Hein. Soit la deuxième zone de support elle est ici. Donc il faut qu'on casse par le haut et qu'on aille rejoindre la résistance pour qu'on définisse notre énorme range, notre énorme triangle avec cette zone-là. Soit on casse par le bas et auquel cas, eh bien, le triangle, il ressemblera davantage à ça. Et c'est pas exclu qu'on aille chercher le support un petit peu plus bas. Donc ça, on le verra dans les semaines à venir. Hein. Quoi qu'il en soit, le plus important pour nous, c'est de rester en dehors de ce marché tant qu'on n'entre pas dans un nouveau cycle de hausse. Je le répète semaine après semaine depuis le début de l'année. Hein. Voilà, il y a un temps pour tout sur les marchés. Il y a un temps pour acheter et pour se gaver. Il y a un temps pour revendre et sécuriser. Hein. Le temps pour acheter, il était ici autour de novembre hein, sur l'Ethereum. Le temps pour commencer à prendre ses plus-values, il était ici. Ensuite, le temps pour rester en dehors, il est en ce moment. Et le temps pour racheter, bah, c'est si tout simplement on casse par le haut cet énorme range qui là prend la forme d'un triangle. Là, on pourra commencer à en racheter. Mais pour le moment, on reste en dehors et on observe tranquillement ce qui se passe sans s'impliquer émotionnellement et sans impliquer de capital. Allez, c'est parti pour notre point sentiment de marché. On commence avec le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Je vous ai mis des zones en couleur pour que ce soit beaucoup plus parlant pour notamment les novices, les débutants, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de m'entendre parler avec des termes techniques. Donc vous voyez toute la zone en bleu. C'est-à-dire la borne basse, la borne haute, ça définit le range. Quand on est dans un range, on est dans une zone de nervosité. On utilise un money management qui est défensif. Et quand on rentre dans une zone de bull market, c'est-à-dire au-dessus, là, si les cours commencent à évoluer au-dessus de cette zone, on sera dans un marché aussi, un bull market. Et si on évolue en dessous de cette zone, on pourra partir du principe qu'on entre dans un marché baissier. Donc dans un bull market, un marché haussier, on va avoir un money management beaucoup plus agressif. Et dans un marché baissier, on va avoir un money management à la fois ultra défensif, mais en plus on va pouvoir aller chercher des opportunités à la baisse pendant voilà, les 10% du temps où le marché entre vraiment dans des tendances baissières assez fortes. Donc voilà. Là, actuellement, on est dans un range depuis pas mal de temps. Hein. Depuis le début de l'année, on est dans un range, donc il n'y a pas énormément d'opportunités. C'est la période de vache maigre, mais voilà, la bourse, c'est comme ça, il y a des cycles. Tantôt, la bourse décide d'être généreuse et de payer, et tantôt, il y a des cycles pendant lesquels, des mois, même des trimestres, pendant lesquels... pendant ces périodes pendant lesquelles la bourse ne va pas délivrer énormément d'opportunités et le peu d'opportunités qu'elle va délivrer, eh bien, ce ne sera pas les opportunités qui vont nous permettre d'encaisser des gains gigantesques. Hein. Donc là, on est toujours dans cette période de range, donc période de money management défensif. En période de range, on vend les résistances, donc c'est-à-dire qu'on anticipe tout simplement un affaiblissement de la tendance sur le haut de la résistance et on anticipe un renforcement de la tendance quand on est sur le bas du range, c'est-à-dire sur le support. Donc là, on a un support intermédiaire en plein milieu et on a l'autre support qui est ici. Donc vous voyez que là, on était en haut du range, affaiblissement, on arrive sur le support intermédiaire, on peut avoir un rebond vers le haut ici du range ou on peut aller chercher le bas. C'est une période de nervosité, notamment c'est tout ce qui est news macroéconomique, c'est-à-dire tout ce qui se passe d'un point de vue politique,
toutes les news fondamentales qui tombent autour de l'économie de la BCE, de la Fed, qui vont driver davantage la nervosité à court terme et les petites tendances. Alors que dans un marché haussier, typiquement, toutes les mauvaises nouvelles sont complètement absorbées. Les opérateurs font comme si elles n'existaient pas et toutes les bonnes nouvelles sont amplifiées. Donc voilà, c'est pour ça que dans les périodes de range, on est nerveux. On ne peut pas vraiment définir une tendance avec beaucoup plus de précision que dans un bull market, tout simplement parce que la moindre news dans un marché en range, eh bien, elle va impacter sur 1, 2, 3 semaines la direction des marchés. Donc voilà, l'analyse technique nous permet simplement de trouver les points de support, de résistance, les points clés en fait. Donc voilà, on est sur une période, sur une zone de support intermédiaire sur le CAC 40. Avec dividendes bruts réinvestis. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation, vous voyez qu'on est sur le bas du range. Là, on est en train d'aller travailler le bas, le support, hein, la zone de support. Donc, on anticipe tout simplement un rebond vers le milieu du range, hein, qui est le milieu du range. On voit ici, il y a un pivot et ce qu'on appelle une zone de résistance. Ensuite, on va aller voir le DAX, l'indice allemand. Donc là aussi, on arrive dans une zone de bas de range. Donc tout simplement, là, il y a de fortes probabilités pour que les opérateurs se mettent à travailler cette zone-là avant qu'on ait un rebond. On peut aussi voir un espèce d'énorme triangle comme ça. Chaque range forme une figure chartiste. Ça peut être un triangle, ça peut être... on peut avoir énormément un triangle symétrique, un triangle asymétrique. On peut avoir, je ne me rappelle même plus des termes chartistes exactement. Le plus important, c'est de définir une zone à partir de laquelle, quand on casse le haut de cet énorme range, eh bien on entre en bull market. Donc ça peut très bien être là, ce que je vous ai mis en vert, ou ça peut être très bien être un petit peu en dessous. On verra quand la figure sera mature. Pour le moment, elle n'est pas mature. On suppute tout simplement que ça va être un gros triangle. Donc sorti par le bas ou par le haut, on verra si déjà véritablement on a un triangle. Et ensuite, quand ça commencera à sortir, eh bien par le haut ou par le bas, c'est là où on pourra définir un nouveau cycle de marché, un nouveau cycle sur plusieurs trimestres. Donc voilà, là pour le DAX, l'indice allemand, on est en train de travailler une zone de support avec potentiellement un rebond à la clé sur les prochaines semaines. Ensuite, on va aller du côté maintenant du marché américain. Donc sur le Nasdaq, on est là sur le haut du range. Donc vous voyez que là, si on commence à casser ces zones-là, on aura un signal qu'on entre dans un marché haussier. Pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. On a ce qu'on appelle un élargissement. Donc vous voyez, c'est un range, un énorme range qui prend la forme d'un élargissement tout simplement parce que vous voyez que la zone de résistance, elle est ascendante. Donc on appelle ça d'un point de vue purement chartiste un élargissement. Encore une fois, toute cette littérature ne sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est de faire une analyse des marchés européens et des marchés américains, et quand toutes les places boursières à l'international sont alignées sur le fait qu'on a un signal de marché haussier ou de marché baissier, et bien là à ce moment là on pourra anticiper, ou en tout cas partir du principe qu'on est dans un nouveau cycle. Le plus important, c'est de définir le cycle dans lequel on est et pas de définir précisément le terme de la figure chartiste. Ça, on n'en a rien à faire. Ensuite, pour le SP500, le SP500, là aussi on est dans un énorme range. Vous voyez qu'on est en train de dessiner un petit canal haussier dans le range. C'est pour ça que la semaine dernière je vous disais, ici on a une zone qui va très probablement être travaillée par les acheteurs, parce qu'on est à la fois sur un petit support intermédiaire, un support en milieu de range, et à la fois sur le support oblique, la trend line, c'est-à-dire le bas du canal haussier au sein du range. Donc là on est tout simplement, voilà, les acheteurs ont repris un petit peu la main. Donc là on devrait retravailler une petite dynamique haussière en allant vers le haut du range. Donc bref, tout ça nous sert à quoi? On fait une fois ce travail, une fois par semaine, ça nous suffit, il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, hein, et ça nous permet tout simplement de définir les conditions de marché, c'est-à-dire là, on est toujours dans un marché nerveux, comme c'est le cas depuis le début de l'année, donc on utilise toujours un money management de type défensif. Voilà, on ne va pas aller prendre de risques inconsidérés sur les marchés tant qu'on ne sera pas, en tout cas dans un marché haussier, et même quand on est dans un marché haussier d'ailleurs, on ne prend jamais de risques inconsidérés. C'est vraiment le marché qui, si un jour nous permet de prendre du levier, on va le faire indépendamment de notre volonté, avec un risque qui sera toujours linéaire, qui sera, je parle toujours des 6 cartouches en simultané à risque au maximum. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 50 trades dans votre portefeuille,
portefeuille, vous en aurez que 6 à risque. 6 qui peuvent vous générer des pertes. Tous les autres sont ce qu'on appelle des trades gratuits. Vous pouvez avoir 10 positions dans votre portefeuille, il peut y en avoir 6 à risque. Vous pouvez en avoir 20, il y en aura maximum 6 à risque. Vous pouvez en avoir 100, il y en aura maximum 6 à risque. Bien sûr, vous vous doutez que si on a 10 positions dans son portefeuille ou si on en a 50, eh bien, c'est pas la même proportion de son capital qui est investi sur les marchés. Et ça, en fait, plus le marché est haussier, plus il va nous proposer des opportunités. Et à chaque fois qu'une opportunité est ce qu'on appelle neutralisée, on appelle ça transformer un trade à risque en trade gratuit, eh bien, ça nous libère une cartouche. On a 6 cartouches, je vous le répète. Quand on a 6 cartouches à risque, on ne peut pas se permettre de prendre un 7e trade. Par contre, quand on a une qui se transforme en trade gratuit, ça veut dire qu'on peut saisir une nouvelle opportunité, une 6e, pour s'exposer au marché et éventuellement la transformer en trade gratuit. Et c'est en cela que les marchés, quand ils sont très haussiers, vont nous permettre d'accumuler des trades gratuits, éventuellement de se retrouver avec de l'effet de levier, mais sans ne jamais changer d'exposition au risque. On est toujours avec 6 trades gratuits. Autre chose, chacun de ces 6 trades à risque, on va avoir, quand on est dans un marché haussier, on va risquer le haut de notre échelle de money management. Par exemple, si vous tradez entre 0,5% et 1% de risque par trade, en marché en range, vous allez être sur du 0,5% de perte en capital maximum sur chacun de vos paris. Dans un marché haussier, vous pouvez monter à 0,8 voire 1%. Après, bien sûr, ça dépend de la taille de votre capital. Si vous êtes faiblement capitalisé entre 1000 par exemple et 5000 euros, vous allez bien sûr pouvoir augmenter votre risque par trade jusqu'à 2 voire 3%. Mais encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il faut d'abord avoir les compétences, être déjà bon spéculateur. Et pour devenir bon spéculateur, en tout cas, avoir une routine que vous gérez bien, que vous appliquez tous les soirs, il n'y a pas besoin de trader en réel avec ça. Je vous rappelle que le trading, le but du jeu du trading, c'est d'enlever toute émotion du processus de trade. Tous ceux qui vous disent il faut apprendre à trader en réel parce qu'il faut ressentir les émotions sur le marché, c'est qu'il y a un problème quelque part, parce que quand vous tradez en réel ou quand vous tradez en paper trading, c'est-à-dire en virtuel, vous ne devez à aucun moment ressentir des émotions. Si vous ressentez des émotions, c'est que soit vous prenez trop de risques par trade, soit vous savez pas si vous devez entrer ou sortir ou comment gérer votre plan de trade. Bref, il y a des failles, vous avez des failles partout. Un bon trader, il ne ressent aucune émotion, non pas parce que c'est une machine de guerre et il est inhumain, non, tout simplement parce qu'il a mis tellement de garde-fous pour pas s'exposer émotionnellement que voilà, c'est ça qui le transforme en bon trader, tout simplement. Donc on va maintenant passer eh bien, tout simplement à l'autre partie de cette vidéo hebdomadaire. Mais juste avant ça, je tiens à vous dire que dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien vers cette page, le swing trading de requêtes de marché. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant, juste avant de vous parler des opportunités, des actions de cette semaine? Tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a des requêtes de marché. Pour que vous compreniez ce concept de qu'est-ce qu'une requête de marché, et bien tout simplement, je vous ai mis un lien pour complémenter cette vidéo, pour complémenter votre apprentissage. Donc là, vous avez pas mal de tout simplement de cas pratiques sur les requêtes de marché. Je vous ai carrément mis donc des trades, comment convertir ça au marché des crypto-monnaies, et surtout vous avez 6 vidéos sur les requêtes de marché pour les comprendre, hein, comment reconnaître une requête, réaliser des plus-values maximales en un minimum de temps grâce aux requêtes, comment trouver un trade qui explose immédiatement après un achat en bourse, donc grâce aux requêtes. Est-il possible de réaliser 140% de gains en 7 jours sur une action sans effet de levier grâce aux requêtes? Comment vendre à découvert des titres qui sont des requêtes de marché et gagner pendant les cracks boursiers, et accompagner le mouvement d'une requête pour éviter le fameux retour de bâton comme on l'a eu notamment sur le Bitcoin au début de l'année 2018. Donc tout ça est expliqué sur cette page. Je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, et ça va vous permettre de tout simplement consolider vos connaissances et vos compétences avec ce qui va suivre tout de suite là. Allez, cette semaine, je vous propose 4 petits titres. Encore une fois, ce n'est pas du conseil boursier, c'est de la pédagogie. Je veux que vous ressortiez chaque semaine de cette vidéo avec soit le renforcement de vos connaissances en tant que swing trader, soit avec de nouvelles connaissances. L'idée, c'est de combler ou de renforcer des points dans votre plan de trade et dans votre mindset de swing trader, de spéculateur. Donc, première action, ADZ. C'est une action qui est cotée sur le marché espagnol. Regardez cette magnifique large base.
Alors là, cette large base, elle a fait tout 2007 et jusqu'à l'été 2018. Là, vous voyez cet accroissement de volume, c'est tout simplement que les grosses mains, les opérateurs, les fonds institutionnels, les gérants de portefeuille, les fonds de pension, etc. sont en train de commencer à acheter ce titre. Et ce genre d'entité, quand ils achètent pas juste pendant une journée, hein. C'est pas genre j'achète là, j'achète là, j'achète là et après j'achète plus jamais de ma vie. Non, c'est quand ils décident d'acheter un titre, ils vont en acheter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années. De toute façon, ils sont obligés d'étaler leurs ordres d'achat parce que tout simplement, ils impacteraient beaucoup trop fort le prix à la hausse sous le poids de leurs achats. Alors, on a une action déjà qui nous a fait un premier boost là en 2000, hop là, c'était en 2017, donc vous voyez, là on avait une première large base, on a eu le premier boost, ensuite on a stabilisé, là on est en train de s'extirper de la deuxième large base, on a une toute petite pattern de type tasse et anse. Ça c'est un trade de type roquette de marché, hein. Voilà, la première petite consolidation après une large base, c'est ce qu'on appelle une situation de roquette de marché, hein. Tout ça est expliqué sur mon site. Voilà, donc là on a eu des gros volumes sur le breakout, on avait une belle petite séance, le pivot a été bien travaillé, donc là on pouvait rentrer, on pouvait mettre un ordre, quand on voit ça là, se former là, vous voyez que l'anse là elle est vraiment petite, elle est parfaite, on a les volumes qui baissent, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de vente, le consensus sur les prix est fait, le pivot est bien délimité, donc là on peut soit mettre un ordre à plage de déclenchement, soit entrer un petit peu plus tard, une fois que le breakout est déjà validé, rentrer sur une validation. Là on a un petit peu haut, mais voilà, ça peut être gérable. Ensuite, deuxième titre que je vous présente cette semaine, ça va être AMRC. AMRC, c'est moins propre, mais voilà, ça fait toujours partie des choses qui nous ont été retournées par nos screeners qui étaient relativement intéressantes. C'est-à-dire que quand vous tombez sur ce genre de titre sur votre screener, normalement, vous devez marquer une pause en vous disant « Waouh, il y a un truc qui est sympa sur cette action, il faut que je regarde de plus près ». 99% des actions qui sont sur vos screeners, vous allez passer une seconde par titre, comme ça, vous tac, 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 c'est ce qu'on appelle du go fast, on va très 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 vite sur le screening. Par contre, d'un point de vue visuel, dès qu'il y a un truc qui capte notre attention, hein, alors ça je vous apprends à le faire dans l'école, ou l'école de bourse d'ailleurs, qui ouvre ses portes pendant les 2 premières semaines de septembre pour une année scolaire complète, ou via les formations au Swing Trading Daily sur le blog, je vous apprends à faire tout ça. Bref, là, on a cette large base, on s'est extrait de la large base avec une tendance qui était molle au début. Vous voyez que là, c'était tout mou. Et là, boum, on s'est mis à accélérer. Certainement, très probablement, parce que là, on a eu une news, une annonce de résultat. Là, on a la première véritable consolidation suite à, on va dire, la première consolidation exploitable suite à la large base, parce qu'avant, il n'y avait pas suffisamment de momentum. Là, le momentum, c'est la puissance de la tendance, hein. Là, on voit que la tendance, elle a commencé à être beaucoup plus vigoureuse. Ça veut dire que les investisseurs sont plus agressifs. Il y a aussi beaucoup plus de volume, hein. Regardez un petit peu la différence des volumes moyens entre ici et tout le reste. Donc là, vraiment, ça accumule fort ici. Donc tout simplement, là, on a eu le breakout, donc c'était jeudi, hein, avant-hier. On a eu des volumes, là on a eu la validation, donc ça fait partie des petites opérations de swing trade daily, c'est assez classique. Encore une fois, le swing trade daily pendant les périodes de marché en range, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé à faire. En swing trading hebdo, on peut y aller les yeux fermés, c'est-à-dire le même genre de pattern mais en hebdomadaire, on peut y aller les yeux fermés pendant les périodes de marché de range parce que le swing trading hebdo permet d'absorber, hein, toute la nervosité des ranges sur les indices. Par contre, en daily, dès qu'il y a de la nervosité, souvent on se fait exécuter les stops. C'est pour ça que pendant les marchés haussiers, quand on est en bull market, le swing trading daily, c'est la Rolls. C'est là où on va faire le plus de gains, mais c'est un peu plus technique et il faut surveiller les choses de beaucoup plus près. Le swing trading hebdo, c'est beaucoup plus tout terrain, c'est beaucoup plus pépère. On arrive à dégager des plus-values pendant toutes les conditions de marché, même si bien sûr pendant les marchés haussiers, c'est là où tout se passe véritablement. Allez, avant-dernier titre, FNKO, qui est un titre coté sur le Nasdaq. Là, ça c'est de la roquette. Vous voyez, large base, extraction de la large base. Là, on a une toute petite pattern en ta séance. Là, on avait le breakout avec les volumes. Donc là, typiquement, vous voyez, quand on a une petite pattern qui est courte dans le temps comme ça, là, on ne va pas aller placer un ordre à plage de déclenchement au-dessus.
on va vraiment attendre que la pattern soit ultra mature, on va attendre le breakout. Donc là, elle n'était pas ultra mature, on aurait voulu attendre. Là, on a eu le breakout, on voit qu'on est proche du pivot, il y a les volumes, le contexte est de type roquette de marché. Donc ok, là on peut prendre en post-breakout la transaction avec un stop basé juste en dessous de la petite base ici, de la petite anse. Donc là, boum, on part dans la tendance et on surfe le potentiel home run. C'est de la roquette de marché. Ensuite, QNST, donc celui-ci, voilà, ça c'est pour moi le genre de titre un peu piège. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'évolution de ce titre, il est un peu chaotique. Vous voyez, je vous ai tracé avec des flèches la tendance. Et voilà, c'est trop chaotique. Déjà, nous, ce qu'on veut, on veut pas des actions qui évoluent dans des canaux haussiers comme ça. Et on veut encore moins une action qui casse son canal haussier. Nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements paraboliques, c'est-à-dire des trucs qui accélèrent de plus en plus leur tendance. Et à chaque accélération, on a ce qu'on appelle une petite base. Donc, ce que je vous appelle, je parle toujours de la taille séance ou de la taille de base, qui sont les deux figures les plus intéressantes à trader quand on fait du trend following, du suivi de tendance, quand on exploite l'anomalie de marché qu'est le momentum. On veut exploiter des mouvements paraboliques et à chaque fois qu'il y a une pause dans ce mouvement parabolique, on veut prendre la pattern. Vous voyez qu'ici, c'est pas le cas. Là, on a un mouvement beaucoup trop régulier et quand il y a un mouvement parabolique qui se met en place, là, on aurait pu dire oui, mais Cédric, là, on a un mouvement parabolique, ok, mais là, du coup, on a cassé la dynamique et au final, on se retrouve dans un gros canal haussier. Donc, ok, la tendance est correcte, elle est soutenue, mais voilà, on a le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de trader uniquement les meilleures situations en bourse. Donc voilà, quand on a ce genre de choses, typiquement, on va rester en dehors, même si vous voyez que là, la pattern en ta séance, elle est très correcte et on a les volumes sur le breakout. Vaut mieux rester en dehors pour se focaliser. Je vous ai rappelé, je vous ai parlé des 6 cartouches à risque tout à l'heure. On va essayer d'utiliser chacune de ces cartouches pour vraiment les plus belles patterns, les plus belles actions. Celles où vraiment on a un potentiel de gain qui est complètement... il y a une asymétrie en termes de gains par rapport aux pertes. On cherche vraiment des déconnexions totales. Quand on est prêt à perdre 1, c'est pour gagner 10, 15 ou 20. Donc voilà. Et idéalement, ça, on le met en place pendant les bull markets. Alors cette semaine, j'ai publié sur mon blog une interview qui a été donnée par Alex Rance sur la révolution des crypto-monnaies et du Bitcoin. Donc c'est une interview dans laquelle vous allez apprendre pas mal de choses, notamment sur la psychologie des marchés. Je vais vous lire rapidement ce que j'ai écrit en mail à tous ceux qui sont inscrits à mon club de traders. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le blog. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, inscription club de traders. Vous avez aussi le lien de cette vidéo dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc dans cette vidéo, alors je parle de la révolution des crypto-monnaies et de la psychologie des foules qui a littéralement pris en otage le Bitcoin en 2017 et 2018. En décembre dernier, j'avais publié une vidéo. Alors, cette vidéo, si vous vous en souvenez, d'ailleurs j'en avais fait aussi un article, c'était le Bitcoin à 1 million de dollars et ses 4 bulles spéculatives. Je vous expliquais comment le Bitcoin avait déjà fait une bulle, une deuxième, une troisième, et pourquoi là on était sur la 4e bulle en cours. Donc là, je vous rappelle qu'on était en décembre, et pourquoi? Eh bien, tout comme les 3 précédentes bulles, eh bien ça allait imploser au mois de janvier très probablement, et que cela, c'était lié à la psychologie des foules. Voilà, la psychologie des investisseurs. Pourquoi au mois de décembre, je vous parlais vraiment du fait qu'il fallait être très prudent parce que l'intégration du Bitcoin avec les contrats à terme, comme ça a été le cas pour l'uranium ou pour la bulle des bulbes de tulipes en Hollande, avait fait plonger les cours. Et bien pourquoi là, il fallait vraiment se prémunir, mais que cela ne remettait pas du tout en cause ni en question la possibilité que le Bitcoin atteigne un jour 100 000 voire 1 million de dollars, et que d'un point de vue purement logarithmique, donc c'est une échelle, c'est une ligne de régression non linéaire, ça faisait sens en termes de cycle. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ou pas lu cet article, vraiment je vous encourage à aller le voir. Donc c'est une vidéo, le lien de cette vidéo et de cet article, il est sous la vidéo de mon interview, donc ici, vidéo sur les 4 bulles spéculatives du Bitcoin. Bref, j'en reviens à ce que j'ai écrit en email à toute ma communauté.
Donc en décembre dernier, j'avais publié une vidéo parlant de la possibilité du Bitcoin à 1 million de dollars. Paradoxalement, je vous parlais dans cette même vidéo du grand crack qui se préparait pour début 2018 sur le Bitcoin. Pourquoi ? Car les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Elles évoluent de bulle en bulle et donc de crack en crack. Et cela n'arrête pas leur ascension à long terme. Mais il faut comprendre et accepter ce mécanisme pour rester dans la partie. C'est la seule façon de profiter du transfert massif de richesses qui est en train d'avoir lieu. Dans l'interview que mon ami Alex Ross a réalisé, on met le paquet sur ce point. Car seuls ceux qui auront compris que les cryptos se comportent exactement comme n'importe quel autre actif financier pourront profiter de cette opportunité. Tous ceux qui en décembre venaient me dire « Mais non Cédric, les cryptos c'est différent, tu comprends rien, tu connais rien », voilà, moi je pouvais pas, je savais que c'était des débutants, des novices, mais tous les actifs financiers sont assujettis à la psychologie des investisseurs et à des excès d'émotions positives, négatives. C'est comme ça que fonctionnent les marchés depuis la nuit des temps et ils continueront à fonctionner comme ça jusqu'à la fin de la nuit des temps. C'est comme ça que ça marche. Donc, tous les autres, tous ceux qui tombent amoureux du concept et qui ne veulent pas reconnaître que les marchés financiers, quel que soit l'actif, eh bien, sont dépendants de la psychologie des investisseurs. Tous ceux qui n'y croient pas en investissant sur les crypto-monnaies, eh bien, tout cela, ils seront victimes de leurs propres émotions, comme cela a déjà été le cas au début de l'année 2018. Donc, si vous avez été victime de l'éclatement de la quatrième bulle sur le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, c'est pas grave, ça arrive, vous avez une vie entière de spéculation pour faire les choses correctement. Il y aura plein d'autres cycles de marché, que ce soit sur les actions, sur les devises, sur les crypto-monnaies, peu importe. Il y a des cycles de marché, des transferts de richesse. Il y en a tout le temps. Chaque année, il y en a un sur une grosse classe d'actifs. Le tout, c'est de savoir l'exploiter. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo sur les crypto-monnaies. On met vraiment le paquet là-dessus, hein, sur le fait que les cryptos, ça répond très très bien d'ailleurs à la psychologie des investisseurs. Et que justement, quand on sait exploiter cette psychologie des investisseurs en spéculant, c'est là où on profite des transferts massifs de richesse. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo sur les 4 bulles spéculatives du Bitcoin. Le lien est en dessous de l'interview.